et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Aujourd'hui, nous recevons une autrice assez particulière parce qu'elle a tout un bagage dont elle fait profiter son lectorat et elle nous fait réfléchir. Linda Binet. Bonjour Linda. Bonjour Martine. Linda, je vais sortir la liste. Vous êtes chimiste, membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Vous avez un bac spécialisé en chimie. Vous avez une maîtrise en sciences appliquées du département de génie chimique de l'École polytechnique de Montréal. Vous avez un certificat en andragogie, un diplôme d'études supérieures en toxicologie, une maîtrise en sciences de l'information, une maîtrise en santé environnementale et un doctorat en sciences de l'éducation. C'est exact. Avez-vous passé votre vie à l'école, Linda? J'ai passé une grande partie de ma vie à étudier. On ne peut pas se le cacher. Cependant, je n'ai pas été une étudiante, comme on dirait, qui n'a pas mis les pieds sur le marché du travail. J'ai souvent allié les études avec le travail. Et là là! Oui, parce que j'ai enseigné plus de 25 ans les sciences et les mathématiques à l'éducation des adultes de différentes commissions scolaires. J'ai même enseigné un an au Cégep Maisonneuve. J'ai été chargée de cours à l'université, puis j'ai travaillé comme scientifique aussi lors de contrats au ministère de l'Environnement du Québec. Donc, tout ça en étudiant. Vous travaillez, étudiez. Oui. Parce que faire un doctorat, c'est quand même, c'est pas 2 ans, là. Non. Mais j'ai eu la chance avec mon employeur, qui était à ce moment-là, il y a une année que j'ai pris un laps de temps de 4 jours, une semaine de 4 jours avec un de mes patrons au ministère de l'Environnement du Québec. Et puis, avec la commission scolaire, par la suite, j'ai eu droit à des congés sans solde, parce que eux, ils étaient très friands de gens qui pouvaient poursuivre leurs études comme ça. Ah oui, d'accord. C'était bien, c'était encourageant pour vous. C'était comme, finalement, j'ai eu au moins cette chance-là de pouvoir allier les deux. Avez-vous eu le temps de faire des enfants? Oui, j'ai un fils. Vous avez un fils à travers ça. Oui. D'accord. Oui. Eh là là, c'est quelque chose quand même. C'est très difficile de tout combiner. Oui. Je ne veux pas que les gens m'apprennent nécessairement à dire faut faire tout cela, là, parce que lorsque je fais la rétrospective de tout ma vie, là, mais juste à nommer tout ça, là, déjà, c'est, on s'imagine de ce qu'a dû être votre emploi du temps. Oui, c'est ça. Il y a des fins de semaine qui ont passé à étudier. Il ne faut pas se le cacher, puis des soirées. Bien évidemment, ça se fait pas en criant ciseaux, là, des diplômes comme ça. On ne les donne pas, les diplômes. Non, absolument. Beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qui vous animait? Bien sûr, vous allez me dire l'intérêt, sans aucun doute. Mais qu'est-ce qui vous animait parce qu'il y a des choses très complémentaires. Si je pense, par exemple, oui, bien sûr, il y a la chimie, mais il y a la toxicologie, mais il y a l'andragogie, l'éducation. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous a animé d'aller fouiller dans... C'est pas toujours dans la chimie, là, où vous êtes amélioré. C'était quoi l'animation intérieure? Bien, disons que quand j'ai terminé mes études, la maîtrise en sciences appliquées à l'École polytechnique, on était dans les jeunes ne s'en souviennent pas parce qu'ils n'étaient pas là. Mais au début des années 80, il y avait quand même une crise économique assez importante. Et puis moi, je ne pensais pas un jour enseigner, honnêtement. Okay. Je me préparais plus à travailler comme en recherche, là. J'avais fait une maîtrise dans le domaine des polymères, la chimie des surfaces, interfaces, ces choses-là. Mais il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Je ne suis pas la seule diplômée en chimie, génie, qui ont abouti finalement à l'éducation des adultes. C'est vrai! Quelques-uns de mes collègues étaient des ingénieurs et puis enseignaient les mathématiques. Mais finalement, lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai eu la piqûre. J'enseignais aux adultes le soir et puis ça a été très long avant d'avoir une permanence dans l'enseignement. Ça a été très long. Oui. Alors, souvent, j'avais un appel du ministère de l'Environnement pour le plan d'action Saint-Laurent, par exemple. J'ai travaillé 2 ans pour eux. Pour toute la question des déchets biomédicaux, chimiques et radioactifs, j'ai eu l'opportunité même le règlement n'était pas fait à ce moment-là. Nos travaux ont aidé à l'élaboration du règlement,
Alors, je ne disais pas non à ces contrats-là. Eh Alors là, non. j'étais piquée par le goût d'aller approfondir toute la question de la toxicologie, c'est-à-dire les produits chimiques, quels sont leurs effets sur l'environnement. Ah. C'est ce qui m'a amené aussi à compléter par la santé environnementale. J'ai toujours été curieuse de nature, faut dire. Je pense que ce qui m'a animée, c'est cette curiosité, puis cette goût d'apprendre tout le temps. J'ai toujours aimé étudier, mais je dois vous dire que même si on a le goût d'étudier et qu'on aime ça, c'est pas toujours facile. Il ne faut pas que les gens croient que c'est toujours facile. Non, c'est Mais pas facile. au départ, j'ai toujours eu ce goût d'apprendre, ce goût d'étudier, d'aller creuser, de comprendre le monde. Puis, lorsque j'étais au secondaire, j'avais remporté un petit concours littéraire à la Polyvalente de Mortagne à Boucherville. Le titre de mon œuvre, c'était Le Récit. Là, j'ai hésité parce que la littérature m'intéressait beaucoup aussi, hein, et puis, mais l'amour des sciences, et puis ça a été finalement ça qui l'a emporté. J'ai toujours voulu... Mais vous avez encore de belles années devant vous pour étudier la littérature, Bien sûr, là, Linda. je suis à la retraite, là, je commence à me remettre dans mes poèmes et puis tout ça. Ah, voyez-vous, il va y avoir une maîtrise qui va se faire quelque part, là, sûrement. Oui, mais aussi, c'est que ce que j'essaie parce que des fois, les scientifiques, on est perçus comme des personnes, pas par tout le monde, mais il y a des préjugés. On nous voit, il y a des clichés, je dirais. On nous voit comme des personnes rigides, cartésiennes. Oui. Moins capables d'empathie ou d'émotion. Ça, je sais pas. Mais ça, non, il ne faut pas. Au contraire, moi, je suis une personne assez sensible. Et puis, je trouve qu'il faut faire l'alliage entre il n'y a pas de clivage à faire. Il faut faire l'alliage entre les arts et les sciences. Parce que tout le monde a une quête de sens et puis d'absolu et puis de comprendre. Puis on a juste à vivre dans notre monde, là, aujourd'hui, les défis environnementaux. Mais quand vous regardez toutes mes études, il y a un fil conducteur. Hein? J'ai fait mon doctorat, mais en réalité, j'ai fait mon doctorat sur quoi? Améliorer l'apprentissage des sciences, améliorer la formation des maîtres dans ces domaines-là. Alors, il y a toujours eu un fil conducteur. Mais tout ça se transcrit également à travers votre œuvre ici, que vous d'ailleurs, que d'après ce que je peux comprendre, que vous tentez de, comment dirais-je, de rendre accessible, de vulgariser, de donner des pistes de solutions, de rendre, comme vous dites, les gens de science, des fois, surtout pour peut-être des gens plus artistiques, tendance plus artistique, etc. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Ouais. Hein? Comme vous dites, c'est très cartésien, c'est très sérieux, c'est beaucoup de connaissances, etc. Mais ce que j'aime dans ce que vous partagez dans vos livres, c'est justement, vous le rendez accessible aux jeunes, d'après leur cause, mais à n'importe qui, aux adultes, mais aux jeunes aussi. Et ça, je trouve ça intéressant de démystifier, là, justement, cette rigueur du monde des sciences. Oui. Et donc, parlez-nous de vos livres ici. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? Alors, si par exemple, on commence par celui-ci, 3 défis contemporains, production et source d'énergie, les changements climatiques, la pollution de l'air à l'échelle mondiale. Ce sont évidemment des titres, des sujets extrêmement d'actualité. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce livre? Bien, moi, qui est destiné à qui? Oui. Alors, tout le monde y trouve son compte dans ce livre-là. Je suis allée à Compiègne l'automne dernier. Et puis, le livre, je suis allée à la bibliothèque. Et j'ai demandé, avez-vous le livre? Je savais qu'il était là, mais je ne l'ai pas dit que c'était moi l'auteur. J'ai dit, je voudrais prendre le livre 3 défis contemporains. Alors, la bibliothécaire est allée le chercher. Il est à la réserve pour toute la communauté universitaire de Compiègne. Compiègne, c'est l'Université de technologie de Compiègne. Alors, les jeunes qui commencent à étudier l'ingénierie peuvent mais le grand public, j'ai des gens qui n'avaient aucune connaissance en sciences, aucune connaissance en chimie, qui me sont arrivés et m'ont dit, Linda, une dame, entre autres, là, je me souviens, est venue me voir, elle dit, c'est quasiment mon livre de chevet pour comprendre les enjeux dont
auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Les changements climatiques, il y a un lien avec la production d'énergie et la pollution de l'air à l'échelle mondiale, parce que toutes ces combustions de combustibles fossiles-là, non seulement ça peut créer l'effet de serre, mais aussi ça crée toutes les petites particules en suspension dans l'air qui finalement sont très petites et peuvent entrer dans le système respiratoire et causer différentes pathologies comme l'asthme, l'emphysème. Bon, en tout cas, la santé environnementale, ce n'était pas connu il y a 50 ans. Mais maintenant, de plus en plus, on voit qu'il y a des liens à faire entre différentes substances et toxiques et la santé. Donc, vous apportez beaucoup de réponses, peut-être. C'est-à-dire que vous élargissez la vision des gens, la compréhension des gens et le lien qu'il y a, justement, entre toutes ces choses. Alors, quand on entend des gens qui disent « ben non, c'est parce que tout est... » Et c'est pas parce qu'avant, il n'y en avait pas de pollution, bien sûr, avec tout ce qui était les mines, et tout, ça existait, mais on n'en avait pas conscience. Mais là, de le rendre conscient, d'être capable de faire les liens, c'est primordial. Oui, puis je trouve que la culture scientifique doit faire partie de la culture, point. Oui, c'est-à-dire que tout le monde doit être informé, même ceux qui ne se dirigent pas en sciences. Dans une société démocratique, on doit informer et éduquer tout le monde pour que ces personnes-là, ces citoyens-là, puissent prendre position lorsqu'il y a des débats sur ces enjeux-là. Ben oui, ne serait-ce que ce qui se passe ici, là, en Abitibi, avec la mine, et c'est tangible, c'est vrai. Il y en a eu combien de cas comme ça, de compagnies qui n'ont pas respecté, qui ont rendu la population autour malade, et c'est bien notre réalité. Alors, il faut quand même en être bien conscient. Oui. Moi, je voulais rendre le discours accessible. C'est certain que ce n'est pas un roman, ça ne se lit pas comme un roman, mais par contre, oui, puis même je termine par le dernier chapitre, je fais entrer un peu de philosophie. Il y a même une prose poétique à la fin, pour montrer la beauté de la nature, il faut en prendre soin. Et puis, les concepts scientifiques sont là, je les ai bien expliqués, puis ceux qui veulent aller plus loin, parce que vous savez, ce livre-là, il est présent dans près d'une quinzaine de cégeps à travers la province. Celui-ci? Oui. Wow! 48 bibliothèques municipales. Il est dans 7 universités. C'est donc un outil pédagogique, un outil d'enseignement. Oui, en tout cas, d'information. D'enseignement. Oui. Et puis, les bibliographies sont tellement étoffées que même les gens qui commencent à étudier à l'université peuvent aller plus loin avec toutes les références que j'ai mises à la fin. Oui. Très intéressant. Très bon livre. Il a été retenu dans la sélection 2017 du prix Roberval en France. Le prix Roberval, c'est un prix qui est chapeauté par l'Université de Compiègne. Justement, j'en parlais tantôt. Où se trouve Compiègne? C'est au nord de la France. C'est à peu près 80 km au nord de Paris. Et puis, finalement, ce prix-là regroupe toute la francophonie internationale. Donc, le Maroc, la Tunisie, la Belgique, la Suisse, la France, bien entendu, et même le Québec. Alors, je trouve, si je peux me permettre une opinion personnelle, je trouve ça quand même dommage que je trouve qu'il y a un problème un petit peu au niveau de l'édition ici au Québec parce que je trouve pas ça normal que mon livre, finalement, soit reconnu à l'international et que peu de gens en entendent parler. Que faudrait-il faire? Et je vous remercie de m'avoir accueilli aujourd'hui, de m'avoir invité. Ça me donne au moins une visibilité. Oui. Parce que j'ai pas eu beaucoup de place, comme femme de science aussi, de ma génération. On n'a pas eu, moi personnellement, je parle pour moi, on ne nous donnait pas beaucoup de place. Non. Hein, quand vous savez, comme même à l'Université de Montréal où j'ai fait mes études, il n'y avait, dans les années où j'ai fait mes études, aucune femme professeure. Donc, on n'avait pas de modèle, on était un peu des pionnières pour défricher ces terrains-là. Depuis la fin des années 90, on a eu quelques femmes professeurs qui ont été embauchées, mais c'est très récent. Que faudrait-il faire, Linda, pour élargir la visibilité
de ce livre-là? C'est une question d'édition, de promotion, parce que vous l'avez déposé, donc, comme vous dites, il est dans plusieurs bibliothèques, Ouais. plusieurs institutions d'enseignement, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin? Parce que là, il y en a un autre ici qui est là et que vous avez été déposé également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ça, que c'est ce genre de livre accessible soit plus connu? C'est une question de promotion? C'est certain qu'il y a quelqu'un Parce qui qu'on est a- souvent, malheureusement, nous ne sommes pas toujours prophètes en notre pays. Il faut souvent aller se Exact. faire reconnaître ailleurs C'est avant ça. de revenir. Mais au-delà de ça, c'est quand même très important, là, ça. Là. Oui, oui, c'est des Au niveau sujets scolaire tellement, et, capitaux. Je sais qu'il y a quand même quand j'enseignais toujours quand j'ai sorti le livre, et puis il y a quelques écoles, des fois de bouche à oreille, j'enseignais les sciences toujours, et puis ils l'ont acquis, mais quand on n'a pas une maison d'édition solide qui est en arrière de nous, il faut toujours défrayer pour la publicité, pour les journalistes. Tu sais, il y a des gens qui sont très... c'est correct aussi, là, je ne veux pas cibler personne, mais qui ont la chance d'être plus médiatisés, qui ont des émissions, etc. C'est toujours le même problème. Ouais, c'est dommage, parce qu'il y a toute une littérature grise, que je dirais. Ah. Mais moi, je ne peux pas dire que c'est une littérature grise, puisqu'il est dans plusieurs établissements d'enseignement et tout. Oui. Mais moi, j'ai travaillé fort. Des fois, j'allais dans des congrès, l'Association des professeurs de sciences du Québec, etc. Alors, des fois, c'était du bouche-à-oreille. Un de mes collègues en achetait, une personne, par exemple, une aide de la Gaspésie, en achetait un pour son école. Et ça se parle, et ça se parle. Mais c'est toujours moi qui fais le travail un peu de promotion, mais je ne peux pas tout faire. C'est la différence entre être publié, entre s'auto-publier, vous n'êtes pas auto-publié, là, mais entre se publier puis une maison d'édition, puis c'est évidemment le choix de la maison d'édition qui fait la différence également. On passe à celui-ci aussi qui est très, très intéressant et qui, là, vous emmène aussi quelque part. C'est l'éco-anxiété et autres anxiétés en milieu scolaire. Pistes de solutions. Donc, non seulement le problème est énuméré, mais vous offrez des pistes de solutions. Donc, parlez-moi de ce livre qui est tout frais. Oui, tout frais. Tout frais sorti de l'édition. Il y a 50 exemplaires. D'ailleurs, je l'ai envoyé gratuitement au ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Et puis, il m'a donné à même son fonds discrétionnaire, là, un petit montant d'argent, pas énorme, mais quand même 500 $ pour en faire... imprimer 50 autres exemplaires. Donc, parce qu'il trouvait ça intéressant et il veut ça dans son milieu. Intéressant. Il m'a même envoyé une lettre de félicitations. Bravo, Madame Binette, pour votre engagement. Alors, moi, qu'est-ce qui m'a incité à écrire ce livre-là? C'était en 2019. Avant la pandémie, il y avait eu une marche sur le climat qui avait été initiée par la jeune Suédoise, Greta. Et puis... Greta Thunberg. Thunberg. Et puis, j'écoutais les jeunes à la télévision s'exprimer. Certains, à peine de 17, 18, 19 ans, « Ah, ça ne sert à rien de finir mes études. Dans 20 ans, il n'y aura plus de planète. Ça ne sert à rien de mettre des enfants au monde, dans un tel monde. » Il y avait un discours, vous allez me dire, ceux qui ont participé à la marche, c'était peut-être des gens qui étaient très, très, très défaitistes ou plus... en tout cas, à tout le moins sensibilisé par le sujet. Mais quand même, ça m'a fait quelque chose d'entendre ça. Et puis, moi, je suis partie de mon expérience de plus de 25 ans comme enseignante de sciences et de mathématiques dans le milieu scolaire, sur le terrain, là. Et puis, c'est certain que tout ce que j'apporte est appuyé par des résultats de recherche. Il y a une très lourde... Ah, vous êtes une scientifique! On ne tergiverse pas. Alors, moi, je suis partie des principes de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour alimenter le curriculum, pour qu'il soit plus attrayant pour les jeunes et moins jeunes, afin de contrer le décrochage scolaire. Et puis, par exemple, je donne juste un exemple. On avait, dans le domaine de l'enseignement, il y avait eu plusieurs coupures pendant certaines années. On sait, les conditions de travail n'ont pas toujours été bonnes. Et puis, le directeur de l'école, qui était quand même humain, avait engagé une dame qui faisait la gestion du stress et puis qui enseignait
finalement, le yoga sur chaise et tout pour le personnel enseignant. Et puis, elle amenait toujours son petit chien formé pour la zoothérapie. Alors, je raconte ça. Puis, je raconte aussi dans une autre école où j'enseignais. Moi, j'enseignais les sciences et les mathématiques, mais il y avait toute une classe qui... une de mes collègues s'occupait de ces étudiants-là qui avaient... soit qui étaient mésadaptés sociaux, qui avaient de la difficulté. Alors, des fois, il y avait de l'autisme et tout. Alors, il y avait un lapin dans la classe. Puis là, les jeunes devaient s'occuper de ce lapin-là. Bien sûr. Alors, je parle de ce fait-là, de ce constat-là. Et puis, ça m'amène à parler de la zoothérapie. Alors là, j'explique tous les fondements de la zoothérapie. La même chose avec la lecture. On le sait actuellement qu'il y a, au niveau du français, une baisse au niveau de l'orthographe. Mais comment la lecture, même en pleine pandémie, comment que des gens ont retrouvé un peu le goût d'aller plus loin par la lecture. La lecture, l'écriture, ça a été un gros boom littéraire, la pandémie. Exactement. Alors moi, je documente l'écriture aussi, les bienfaits de la lecture. De la lecture. Et ensuite, l'art, je pense la même chose, parce que l'art était au programme, ne serait-ce que, pas nécessairement dans le curriculum, mais aussi dans les activités parascolaires. Ça peut faire aussi partie des activités parascolaires. Et puis, on sait très bien, donc, l'art, thérapie, l'art, la lecture, la musique, la zoothérapie. Tous les arts, finalement. L'art, la danse, la peinture. Exactement. Et puis, moi, je dis, amenons les jeunes dans la nature. Parce que le rapprochement de la nature, on le sait, là, les marches en forêt, même ceux qui n'ont pas la chance d'aller en forêt, en pleine ville, il y a des parcs, on a un beau jardin botanique, on a des espaces urbains, on a donc... on a la montagne. La montagne. Et puis d'essayer de ramener, de se rapprocher de la nature. Ça peut être dans des petits jardins communautaires, que les jeunes peuvent apprendre la botanique aussi. Mais il y a tout un courant actuellement en éducation qui est, j'oserais pas dire employer le terme, mais je dirais presque à la mode, là. Il faut faire attention en éducation de ne pas tomber d'un extrême à l'autre non plus, là. Mais actuellement, ce qui font là, partie d'objets de recherche qui sont très légitimes, là, je ne veux pas... mais cependant, les classes nature, la pédagogie nature, il faut dire oui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Le frère Marie-Victorin et tout ont initié les jeunes naturalistes à l'époque, ça s'appelait comme ça. C'est toujours le but de rapprocher les jeunes de la nature, des collections de pierres, des connexions de plantes, de roches en géologie, toute la minéralogie, bon, tout ça. Mais finalement, il faut un équilibre. On ne peut pas, nous, dans notre climat, de faire tous les apprentissages à l'extérieur. Donc, moi, ce que je dis dans le livre, oui, prenons les bienfaits de cette pédagogie-là, mais au lieu de toujours être à l'extérieur, comme certains pourraient exagérer, peut-être de ramener de l'extérieur à l'intérieur. Alors, j'énumère toutes les plantes qui sont bénéfiques, qu'on pourrait mettre à l'intérieur, tout comme... donc, c'est un guide, finalement. Des solutions, j'en ai nommé seulement quelques-unes, là. Puis, je reviens toujours au fait, parce qu'une de mes copines, elle me disait, « Ah, ça paraît, tu as rentré un petit peu de chimie là-dedans. » Ben, j'ai rentré la chimie parce que je trouvais que c'était important d'expliquer la photosynthèse. Oui. Parce que... Bien sûr. La lumière, les bienfaits de la lumière, oui. Les concepts scientifiques peuvent après avoir une meilleure capacité de décider. Quand on comprend les choses, on est mieux capable d'agir. Absolument. La compréhension des choses. Parce que, bon, ici, la pédagogie de l'espoir, par exemple, c'est un des titres. Qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété? Ça, c'est une image, évidemment, qu'on voit beaucoup de nos jours, évidemment, les enfants anxieux. En détresse. Et, mais je vois ici, évidemment... vers la fin. Vers la fin, il y a l'encouragement, l'épanouissement de l'enfant qui est passé quand même à travers un certain apprentissage
et qui se retrouvent quand même un peu plus épanouis. Donc, ce sont des pistes de solutions, des pistes, des idées, en fait, et de la compréhension de tout. Et Dieu sait qu'il y en a de l'anxiété de nos jours et de plus en plus jeunes. L'anxiété de performance aussi. Oui, anxiété de performance. Je traite aussi des mathématiques parce que j'ai été aussi, surtout dans les premières années de ma carrière, en plus des sciences, j'enseignais les mathématiques. Et je voyais, tout de suite avant de débuter le cours, j'avais demandé aux gens, dites ce que le mot mathématique évoque chez vous. Hey! Vous auriez dû voir, ce n'est qu'après le cours que j'ai lu les cartons. Les mots, c'était échec, hantise, enfer, rien de positif. Comprends rien. Exactement. Mais ce que j'aime, c'est que dans votre esprit cartésien et scientifique, j'aime l'humanité que vous y mettez en allant rejoindre les différentes personnes, les différentes couches de la société, différentes générations, à leur faire comprendre quels sont les problèmes, quels sont les enjeux et qu'il y a des pistes de solutions. Donc ça, c'est important. Oui. Et donc, ce sont des petits livres. J'aime bien le format aussi. Oui. Ça fait pas trop peur. Et je trouve ça très intéressant. Ce sont de très beaux outils pédagogiques. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais quand même qu'on parle de Covido le pangolin. Oui, Covido le pangolin, c'est justement c'est un petit livre jeunesse maintenant pour les 6 à 12 ans. C'est de la grosse écriture, de la grosse écriture. C'est très bien illustré aussi. Alors, on a eu la COP 15 dernièrement, là, qui parlait justement, parce qu'il y a un lien entre les changements climatiques et la perte de la biodiversité. Alors, il ne faudrait pas se fier juste au titre. Il y en a des gens qui me disent « Ah, ça va parler de COVID ». Pas du tout. Ça parle des animaux en voie d'extinction, parce que le pangolin, il était soupçonné peut-être d'avoir amené le vecteur du virus. Mais finalement, ce n'est pas prouvé scientifiquement que ce fut la seule espèce. Bon, c'est en voie d'investigation. Mais néanmoins, c'est un animal en voie d'extinction. Alors, lui, le conte, c'est qu'il part, il veut trouver des solutions. Alors, il a perdu ses écailles parce qu'il est très chassé à cause de ses écailles. On broie les écailles et puis on en fait une poudre avec ces écailles-là qui, en médecine chinoise, c'est supposé d'être aphrodisiaque, anti-inflammatoire. Voilà. Alors, il fait alliance avec les autres animaux. Il va voir le roi lion, et puis il va faire un voyage pour trouver ses écailles. Alors là, il faut qu'il allie la solidarité, l'esprit d'équipe avec les autres animaux pour arriver à son but de retrouver ses écailles. Alors il y a des valeurs que les jeunes, que j'espère que les jeunes vont adopter aujourd'hui même et dans le futur, qu'on arrête. Il y a tellement de cas d'intimidation, de violence encore à certains endroits, qu'on aide plutôt les jeunes à cultiver l'esprit d'entraide, de solidarité. Et puis... Bien, c'est beau de vous entendre en tant que scientifique. Ça donne de l'espoir, finalement. Vos écrits nous permettent de sentir l'espoir qu'il y a, ne serait-ce que de mieux comprendre pour savoir mieux comment agir et réagir par rapport aux choses. Merci, Linda Binette, d'être venue nous expliquer ça. On en aurait encore pour bien longtemps. Il va falloir que vous reveniez et que nous approfondissions votre quête, vos recherches et tout ça, et faire en sorte que ça tombe entre les bonnes mains dans les bons endroits. Merci, Linda Binette, et bonne continuité. C'est un plaisir. Merci. Merci encore infiniment de votre invitation. Voilà, des tas de choses à découvrir tout le temps, avec nos auteurs et nos autrices des Laurentides. À la prochaine.